Donc pourquoi besoin d'innovation économique pour le développement durable? Donc là, vous avez les enjeux du changement climatique brièvement résumés à partir d'un diagramme de l'Agence internationale de l'énergie. Vous savez que le problème du changement climatique, c'est un problème de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz s'épurent très lentement et donc, au fond, la température de la planète, elle dépend essentiellement, à l'horizon de décennies ou de siècles, elle dépend essentiellement du cumul des émissions de gaz à effet de serre qui résultent des activités humaines. Et donc, au fond, on peut formaliser le problème comme si on avait un budget carbone. L'humanité, à l'horizon de quelques siècles, a un budget carbone. Si l'on veut rester compatible avec le niveau des 2 degrés, par exemple, qui est considéré comme le niveau au-delà duquel les dommages deviennent sensiblement plus catastrophiques. Donc si on veut ne pas prendre ce risque, on doit viser où on vise en termes de concentration, c'est 2 degrés. Alors là, vous avez le camembert, c'est au fond ce budget carbone. La taille du camembert, c'est la quantité d'émissions qu'on pourrait faire. À droite, vous avez la quantité qui a déjà été faite. En fait, c'est déjà ce qui a été fait depuis la première révolution industrielle. En plus jaune, c'est ce qui est en cours. Alors, c'est pratiquement joué jusqu'en 2020, puisque les engagements pris à Copenhague fixent à peu près les émissions jusqu'à 2020. Ça va très très vite parce que les pays développés ralentissent assez peu leurs émissions actuellement et parce que les émergents comme la Chine les augmentent dramatiquement. Et donc ce que vous voyez, c'est que le budget carbone restant après 2035, dans quelques scénarios que ce soit, est extrêmement faible. Donc on se dit que si on veut rester compatible avec ce niveau des 2 degrés, et il y a tout un tas de recherches qui justement essayent d'évaluer les dommages, etc., qui disent que cette action précoce est justifiée économiquement, bah, on voit bien qu'il va falloir changer drastiquement un certain nombre de choses, et donc que pour faire de la croissance, c'est compatible avec la croissance, mais ça nécessite beaucoup d'innovation. Ceci, on ne peut pas résoudre cette équation s'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Alors, ces innovations, pour une part, elles existent. Le problème, c'est que, d'une part, il y a les incitations à faire les innovations pour permettre d'avoir une croissance qui soit moins émettrice de CO2. Il faut arriver, alors, et ça, l'économétrie montre que bah, on a tendance à innover sur ce qu'on sait déjà faire, donc transformer, réorienter l'innovation vers, pour adresser ces enjeux est un enjeu. Ensuite, même, il y a beaucoup de choses, et ça, il y a beaucoup de chercheurs qui montrent que rien qu'avec les innovations qui sont dans le tuyau, celles auxquelles où les pistes sont déjà assez mûres, il y a encore beaucoup d'innovations à faire. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des incitations économiques pour qu'elles se déploient bien, pour que les gens soient incités, pour que ce soit les bonnes innovations qui viennent sur les marchés. Et ça dépend beaucoup des régulations économiques qui sont mises en place. Ça dépend aussi de la capacité à définir des régulations économiques internationales. Et donc le champ de recherche du département de sciences économiques sur ces thématiques, c'est au fond de définir des régulations qui soient efficaces et de les concevoir, ce qui est à la fois des idées générales, mais aussi de les concevoir dans le détail. Alors, l'exemple emblématique d'innovation économique, c'est les marchés de quotas d'émissions. C'est devenu un instrument important des politiques climatiques, qui a été inventé dans les labos de recherche au tournant des années 70, qui est devenu opérationnel à partir des années 80 lorsque le président Reagan a dit no tax, et donc il fallait chercher d'autres instruments que la fiscalité incitative qui avait été imaginée par Pigou, je dirais, dans l'entre-deux-guerres. Et donc cet instrument est devenu opérationnel, mais pour qu'il marche bien, il faut encore que les conditions précises de mise en œuvre soient bien définies. Alors je vais vous rappeler très brièvement qu'est-ce que c'est qu'un marché de quotas d'émissions. Typiquement, vous avez une situation où vous avez des usines qui polluent, par exemple, c'est la taille des fumées. Et le niveau moyen, la barre rouge, représente au fond le niveau moyen des fumées, le niveau moyen des pollutions, en l'absence de régulation économique. Et si je prends le cas de l'effet de serre, ce niveau moyen d'émission, il est incompatible avec le 2 degrés, c'était le sens du camembert précédent. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est viser, par exemple, un objectif qui serait le camembert de degrés, c'est-à-dire la ligne verte. Il faudrait que les émissions moyennes soient au niveau de la ligne verte. Et là, les fumées le dépassent. Alors, la solution classique pour résoudre ce type de problème, c'est de mettre des restrictions, de mettre des réglementations, de créer un système de licences où on va donner des licences. Vous ne pouvez émettre des pollutions que si vous avez la licence. Et à ce moment-là, si le nombre de licences est cohérent avec l'objectif vert que j'ai fixé, le niveau des émissions sera satisfaisant. Donc, voilà par exemple
une allocation de licence qui serait compatible avec la ligne verte. Le problème, on voit tout de suite, c'est que pour le PIA, peut-être qu'on lui a demandé de faire des restrictions d'émissions qui sont quasiment impossibles à réaliser ou qui l'emmènent dans des coûts pour abattre ces émissions qui sont considérables, alors que le PIB, pensons par exemple que le PIB c'est un pays qui reste charbonnier puisque c'est dans l'actualité, qui a encore essentiellement son électricité produite à partir de centrales thermiques et qui en fait pourrait peut-être réduire un peu plus ses émissions à des coûts plus faibles. Et donc c'est là qu'intervient la deuxième étape de ce qu'on appelle CAP, c'est on fixe un plafond de licence globale, et TRADE, on va permettre au fond aux PIA ou au PIB d'échanger leur licence éventuellement, c'est-à-dire que le pays A, pour qui ce serait très difficile de faire ces réductions d'émissions à des coûts raisonnables, pourra au fond demander en achetant au PIB, en lui achetant des licences d'émission, de faire un peu plus de réduction parce que lui, il peut les faire à des coûts relativement faibles. Et donc l'idée, c'est de mettre un mécanisme de flexibilité qui est un mécanisme de marché. Donc on voit là, le titre c'était marché innovation, on voit comment, en introduisant de nouveaux marchés, dans le cadre d'un plafond global, on peut adresser efficacement, puisque le résultat, c'est qu'en créant ce marché, s'il est bien conçu, on va pouvoir atteindre l'objectif de la ligne verte au coût minimal, c'est-à-dire que ce sont les agents économiques, les entreprises, pour qui la réduction des émissions est la moins coûteuse, qui feront les efforts et qui éventuellement les feront pour ceux qui ne peuvent pas les faire, moyennant évidemment compensation. Donc voilà l'idée. Alors là, simplement, l'innovation, ça c'est la description, je dirais, statique du phénomène. Ce qui nous intéresse, comme j'ai dit en introduction, c'est de créer des incitations à l'innovation. Donc la question qui va se poser, c'est comment ce schéma-là va, par exemple, donner des bonnes incitations à innover. Alors, j'ai envie de dire, ça marche, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un prix du carbone, par exemple, on va inciter les gens à innover parce que s'ils font des innovations qui émettront moins de carbone, ils n'auront pas à payer les licences demain, ils n'auront pas à acheter des licences demain pour émettre du carbone. Donc grâce à ça, mais encore faut-il que le marché fonctionne bien dans la durée. Et vous savez par exemple que le marché européen, actuellement, c'est devenu très volatile sur ses prix, c'est un peu effondré. Alors cette carte-là illustre que ces instruments qui ont été conçus en laboratoire il y a une vingtaine, trentaine d'années sont devenus opérationnels. Les endroits où c'est opérationnel, c'est là où il y a du vert. Les endroits où il y a de l'orange, c'est là où c'est en discussion. Et là où c'est plutôt grisé, c'est l'utilisation des systèmes plus anciens de fiscalité énergétique, de fiscalité écologique, typiquement la Suède étant le pays emblématique. Alors ce que vous constatez, l'Europe avait été pionnière avec le système de quotas de CO2, mais avec un système dont le design n'était pas bon. Les économistes avaient repéré un certain nombre de failles, et typiquement les failles, la faille fondamentale, c'est qu'on a un marché qui fonctionne sur des périodes assez courtes de quelques années, et donc qui fabrique un prix qui est extrêmement volatile, et donc il faudrait avoir un design qui évite cette volatilité. Mais il y a eu d'autres expériences, et par exemple, typiquement, en 2014 a été lancé un marché conjoint entre la Californie et le Québec, qui présente un élément intéressant, c'est qu'il y a un prix plancher. Et ça, c'était une recommandation des économistes, c'est qu'en mettant un prix plancher, on sait que le prix du carbone sera toujours supérieur à un certain prix plancher. Donc du point de vue de l'incitation à l'innovation, ça crée de la sécurité, puisqu'on est sûr que si on fait des investissements pour réduire le carbone, on gagnera au moins le niveau du prix plancher. Et donc ce système de prix plancher est un système intéressant. L'autre grande zone où se développent ces marchés de permis, c'est les grandes agglomérations chinoises. Le point intéressant, c'est de vous signaler que la recherche du département de sciences économiques va être directement coordonnée. Bernard Sinclair de Gagné, avec qui je fais le cours d'économie de l'environnement, de développement durable, et de Montréal, et a participé activement à la mise en place du marché au Québec. Jean-Pierre Ponsard est en lien avec l'université d'Harbin en Chine. Et la chaire développement durable a un gros lien avec, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Montero, qui est à Santiago du Chili. Donc, pour vous illustrer, quel point. Deux derniers exemples, pour vous montrer l'importance d'un bon design des marchés de permis, c'est que ces marchés sont utilisés dans d'autres secteurs. Là, c'est le secteur de la pêche. C'est une illustration à partir d'une ressource en fait, de pêcherie dans l'ouest du Canada, pour faire vite, dans le Pacifique à l'ouest du Canada. Donc les mécanismes de cap and trade, de quotas échangeables, ont été utilisés même antérieurement d'ailleurs aux problèmes de pollution de l'air dans le domaine de la pêche. Et là, vous avez donc un exemple
passage d'une mauvaise régulation économique à une meilleure régulation économique. Donc ce que vous avez, les barres, c'est le montant des captures de pêche. Le rouge, c'est la taille de la flotte de bateaux, et le noir, c'est la durée de pêche. Donc typiquement, problème classique de l'économie des ressources naturelles, quand vous avez une ressource en libre accès, elle va être surexploitée, parce que les gens ne prennent pas en compte le fait que quand ils pêchent un peu plus, ils vont dégrader le stock de ressources pour les pêcheurs futurs ou pour les autres pêcheurs. Et donc, on a une surexploitation. C'est vraiment, là, c'est le problème de l'écologie, problème d'économie des ressources naturelles. La manière la plus classique de réponse politique à ça, c'est de réduire les durées de pêche, par exemple, enfin, de mettre des restrictions sur la taille des filets, enfin, sur la taille des filets, tout un tas de choses. Donc, on réduit la durée de pêche. On passe de 60 jours par an à 20, etc. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il ne se passe pas grand-chose sur les captures, bien au contraire, les captures continuent, la surexploitation continue à augmenter. Alors comment c'est rendu possible? Parce que les gens surinvestissent. Donc les gens achètent des plus gros bateaux, on multiplie les bateaux, des bateaux qui vont être très peu utilisés, puisque leur taux d'utilisation va être très faible, puisque la durée de pêche est limitée. En plus, comme les gens pêchent en 10 jours, à la fin, ils pêchent beaucoup en 10 jours, les gens ne consomment pas en 10 jours, donc il faut tout congeler. Donc on crée une industrie de la congélation, qui est la traduction de cette réglementation qui dit qu'on pêche en 10 jours et qu'on consomme sur 365. Donc on a plein d'investissements qui sont faits par cette régulation, et curieusement la surexploitation continue jusqu'au moment où la ressource s'effondre, et à ce moment-là on pêche moins parce qu'il n'y a plus de ressources. Bon. Et là, vous avez l'exemple, à partir des années 90, là a été mis en place sur cette ressource un mécanisme de quotas échangeables, c'est-à-dire qu'ils ont complètement basculé sur une régulation dans laquelle, au lieu de mettre des restrictions sur les durées de pêche, etc., on va donner des licences sur des captures. Licence échangeable aussi, pour la même raison que j'ai expliqué, pour que ce soit ceux qui sont les plus efficaces qui pêchent plutôt que ce soit ceux qui soient le moins efficaces. Et donc ça a permis de rallonger les durées de pêche. On n'a plus besoin de faire des surinvestissements. On revient à des durées de pêche de 250 jours. La surcapacité se restreint parce qu'on n'a plus besoin d'avoir des excès de capacité de bateau. Et progressivement, la ressource se reconstitue et on peut espérer retrouver même des captures supérieures et se retrouver à un niveau supérieur parce qu'on a un stock de ressources qui a été reconstitué. Donc ça vous illustre, avec des mauvaises régulations, on commence par une catastrophe écologique qui se traduit par un surinvestissement, ce qui est une catastrophe, je dirais, économique, ou une mauvaise gestion économique, avec des agents qui sont surendettés, ce qui est souvent une catastrophe sociale, les gens n'arrivent plus à payer leurs salariés ou des choses comme ça, donc on enchaîne un cercle vicieux sur le plan écologique, économique et social. Avec des instruments mieux conçus, on arrive à reconstituer à ce moment-là, à être meilleur sur les différents plans. Donc c'est ça le cœur, je dirais, des recherches. Donc les recherches qui sont dans le département de sciences économiques sur ces thématiques-là, c'est d'essayer d'imaginer les instruments, ou plus. Alors, il y a l'imagination de rupture sur le nouvel instrument, mais il y a aussi évidemment l'innovation de développement qui cherche à essayer de concevoir correctement les instruments pour que ça apporte les bénéfices qu'on en attend et pas se trouver, comme on l'a par exemple sur le marché européen, de quotas par une volatilité excessive où au fond l'instrument perd beaucoup de son efficacité.